Je vous propose de partir en Russie, rejoindre notre correspondant Charles Diveau. Bonjour, merci d'être avec nous. Charles, comment on explique, là où vous êtes du côté de Moscou, ce revirement russe sur cette question de la présence possible de troupes internationales, d'interposition dans le cadre d'un règlement de ce conflit ? Ouais, c'est très simple. Ici, on ne parle tout simplement pas de revirement. En reprenant le discours de Vladimir Poutine hier, en expliquant que la Russie a toujours été prête à négocier avec les pays européens et que ce sont eux qui ont quitté la table des discussions. Alors en revanche, son discours était assez offensif, estimant que les dirigeants européens, en revanche, n'auraient strictement rien à exiger lors de ces discussions de la part de la Russie. Ce qui, en revanche, fait beaucoup plus parler ici à Moscou, c'est l'éventuel accord avec les États-Unis concernant certaines terres rares sur le territoire russe. On estime que c'est presque un début de victoire, puisqu'après 3 années de sanctions économiques imposées par les États-Unis, voilà désormais les Américains prêts à faire des affaires avec la Russie. Merci beaucoup Charles. On se retrouvera d'ailleurs tout à l'heure pour parler de ce pillage en règle des territoires ukrainiens. Russe selon Moscou, mais ukrainien. L'Europe qui revient s'asseoir sur la table des négociations. Il y aura bien évidemment l'envoi de troupes également. C'est une stratégie, c'est un revirement. Comment on analyse ça ? Moi, je pense que Vladimir Poutine a eu tellement de gages de la part de Donald Trump ces derniers temps que il peut bien faire semblant ou lâcher sur quelques petits points. Donc là, il dit les Européens, oui, pourquoi pas à la table des négociations. Mais enfin, on comprend bien que ça ne change pas l'idée que Donald Trump négociera avec Vladimir Poutine et que peut-être en deuxième rideau, on pourra avoir l'Europe. On voit bien que c'est presque un... Enfin, il donne presque un os à ronger. Moi, j'ai presque... C'est peut-être un peu dur de dire ça comme ça. Si, non, j'ai l'impression que tout le monde, Magali, a l'air d'accord avec vous. Mais voilà, c'est plutôt le sentiment que ça donne. Il ne peut pas s'opposer à tout, Vladimir Poutine. Il a déjà obtenu tellement que ce soit l'idée que quand même les États-Unis n'ont pas voté hier sur le rôle d'agresseur aux Nations Unies et ils n'ont pas voulu voter une résolution consacrant le rôle d'agresseur de la Russie. C'est une victoire qui est considérable. Ils sont en train de relancer, comme le disait notre correspondant à Moscou, le business. Donald Trump ne veut même pas que l'Ukraine puisse officiellement pouvoir avoir cet objectif de reconquérir ces territoires perdus. Donc il peut bien dire, l'Europe, pourquoi pas un jour peut-être à la table des négociations, mais moi je n'entends pas que Vladimir Poutine, dans ce qu'il dit là, est OK pour les troupes européennes sur le terrain en Ukraine. Il s'est avancé encore une fois, Donald Trump, ou pas, sur ce sentiment. Moi, j'avais l'impression que vous acquiescez sur le fait que, Poutine, magnanime, lâche un peu, tellement il en a eu. Le style de négociation Poutine, c'est l'antithèse du style de négociation Trump, qui est d'ailleurs très bizarre quand on s'interroge sur les livres qu'il a écrits sur la négociation. Trump lâche tout avant de débuter la négociation, sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, sur les garanties de sécurité, sur la nécessité d'un partenariat géopolitique, sur le retour de la Russie à la table du G7. Bref, il donne tous les gages à Poutine jusqu'à s'opposer à une résolution qui reconnaît la responsabilité de la Russie aux Nations Unies. Et le style Poutine, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire je maximise l'opposition que je mets dans le système pour pouvoir avoir le meilleur gain in fine. Et là, on a la preuve du moment, de l'effet cliquet, à partir duquel ça devient opportun pour Poutine de dire « finalement, c'est pas si grave ». Et c'est intéressant de s'interroger sur pourquoi, aux yeux de la Russie, ça n'est pas si grave que l'Europe puisse, à un moment donné, envoyer des troupes pour garantir la sécurité de l'Ukraine. Mais en fait, s'il y a les troupes européennes, il pourra dire « mais il n'y a pas besoin d'amener les troupes américaines en plus ». D'ailleurs, les États-Unis ne le veulent pas. Ne vous inquiétez pas, l'Europe, ça suffira. Au fond, il s'assure de minimiser l'adversité qu'il rencontrera sur le terrain si à un moment donné, il a envie et besoin, et on peut prédire que ce sera le cas, de relancer l'offensive. Et d'ailleurs, ça doit nous inviter à nous. Comme ça veut dire que la Russie ne s'opposera pas à son nouveau partenaire américain, évidemment. Il n'y aura juste que des soldats européens. Les Ukrainiens n'auront pas d'argument pour dire « j'ai pas de garantie de sécurité ». Vous avez les Européens. Et par ailleurs, ça arrange très bien la Russie, puisque dans le jeu, sur le plan conventionnel, c'est nous qui sommes le moins préparés, d'autant plus qu'on dépend d'autorisation américaine pour l'utilisation de bon nombre d'armements américains. Et donc ça doit nous inviter, nous, à nous interroger sur les conditions dans lesquelles on doit engager nos troupes en Ukraine pour qu'elles soient effectivement des garanties de sécurité pour l'Ukraine et pour l'Europe. Là, je pourrais développer si vous voulez, mais je ne voudrais pas monopoliser la parole trop longtemps. Je sens que ça doit tourner. Ça tourne parce que c'est un débat, bien évidemment. Ça tourne si ça doit tourner. Général, cette prise de position de Vladimir Poutine, c'est un peu comme
une obole qui pourrait distribuer sur l'autel, non pas de la paix bien évidemment, mais de la résolution le plus rapidement possible de ce conflit? Non, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que nous sommes dans une négociation. Il faut quand même qu'il lâche quelque chose. Donc, comme il doit lâcher, il lâche cela. Maintenant, sur les 2 points qui viennent d'être abordés, que les Américains n'aient pas de soldats à terre, oui, sans aucun doute. En revanche, que ce qui a été dit hier soir, qu'ils appuient en termes de logistique et éventuellement de renseignement, mais aussi de défense aérienne en termes de contrôle de l'espace aérien, je pense que c'est une possibilité qui rassurerait, je dirais, en termes d'organisation et qui impliquerait indirectement et pas directement les Américains, et donc ça satisferait. Maintenant, il y a aussi ce débat sur l'utilité de ces forces sur le terrain. Je vois mal comment on pourra de toute façon exclure le déploiement d'une force internationale en Ukraine pour assurer le maintien du cessez-le-feu à défaut d'une paix future. En l'occurrence, moi je ne verrais plutôt pas uniquement des forces européennes, mais je verrais bien finalement la proposition que d'autres pays participent et qui ne soient pas européens. Comme sur la photo de famille hier à Kiev. Voilà, le Canada était là. Oui, mais le Canada, à la limite, il est européen. Enfin, il n'est pas européen, il fait partie du bloc occidental. Je parle des non-occidentaux. La Chine. Qui n'est pas tout à fait pareil. La Chine, ce serait difficile, mais pourquoi pas l'Inde? Pourquoi pas la Turquie? Oui, même si la Turquie fait partie de l'OTAN. Donc Erdogan l'a dit hier. Il est prêt à participer. En tout cas, il veut compter. Alors, bon. Ou des États du BRICS, pour faire simple. Des BRICS, pourquoi pas? Et ce serait un moyen d'affaiblir la force qui serait en place en Europe. Et puis n'oublions pas quand même que dans le cas d'une négociation, un pays belligérant peut refuser la présence de tel autre pays. Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, la France et la Grande-Bretagne soient parfaitement acceptées par la Russie comme force d'interposition. Encore plus la Grande-Bretagne alors que la France. La Grande-Bretagne est quand même impliquée depuis 2015, ce qui n'est pas le cas de la France. Et que je crois que tous ces aspects-là dont on ne parle pas aujourd'hui, mais font partie de la négociation. Qui je veux bien avoir comme soldat face à moi? Quelle est la tolérance que je veux bien avoir? Mais dans tout état de cause, il faudra bien qu'il y ait une force d'interposition pour apporter une garantie de sécurité. À la revanche, il faudra qu'elle soit crédible. Et là, on revient à un certain nombre de sujets. Est-ce qu'on a les forces disponibles aujourd'hui et suffisamment bien armées pour être crédibles? Enfin, concernant effectivement les autorisations américaines sur les armes, à part le F-35 et peut-être le système Patriot, il me semble que tout le reste, c'est beaucoup d'armements européens. Donc là, on doit pouvoir quand même être capable de mettre en place sur le terrain des armes en toute autonomie stratégique, comme dirait le président Macron. Sébastien Boussois, on nous accepte à la table des négociations. On était derrière la porte, un petit strapontin nous attend au fond de la salle. Je doute fort, mais je pense qu'entre la peste et le choléra pour Vladimir Poutine, c'est-à-dire en gros entre une force d'interposition ou maintien, à ce stade-là, on n'en sait effectivement trop rien. Je crois qu'au regard de l'histoire, Poutine sait très bien que les Européens auront quand même plus de mal à se structurer, à s'organiser et à être une force qui l'empêche de faire quoi que ce soit, contrairement aux Américains. Les Américains sont rodés, Donald Trump déplace les troupes, il y a je crois 25 à 35 000 soldats américains qui sont déjà sur le chemin de l'Indo-Pacifique, puisque c'est sa priorité, redispatchés dans un certain nombre de bases de la région. Je crois que Poutine préférerait effectivement avoir des Européens toujours un peu divisés, comme on a pu le voir hier soir, plutôt que d'avoir à nouveau les Américains à ses frontières. Donc est-ce que l'Europe devient à un moment ou un autre un acteur par elle-même ou en dépit? Moi, je crois que c'est maintenant qu'il faut saisir cette opportunité, effectivement, au-delà de cette force dite d'interposition, de faire cette fameuse Europe de la défense dont tout le monde rêve, mais que personne ne semble vraiment capable de mettre en musique. Alors peut-être que la résurrection de l'axe il y a des nouveaux couples qui se font. Oui, voilà. Pas forcément. Vous avez pas que. Non, mais vous avez les Britanniques. Oui, mais regardez, et les Français, et Magali, vous étiez en Allemagne hier, enfin, les choses pourraient changer. C'est pas forcément une Europe à 26. Mais la Pologne n'attend pas. La Pologne, aujourd'hui, est sur le chemin de devenir la première puissance militaire du continent. Elle ne va pas attendre la force européenne pour se protéger de Vladimir Poutine. Aujourd'hui, ce qu'elle investit, c'est bien plus que 5% du PIB dans son budget de la défense. Et aujourd'hui, le modèle, c'est plutôt un État membre relativement autonome, souverain, qui n'attend pas les grandes décisions depuis Bruxelles. La Pologne, aujourd'hui, est, j'ai l'impression, un modèle pour un certain nombre d'États membres qui veulent se protéger de Vladimir Poutine et de la Russie et qui arrivent à émerger et avoir une puissance de frappe. Alors est-ce que ça sera, comme ça a souvent été le cas, l'arrière-cour des Américains? Bien évidemment, puisque vous avez des bases, mais vous avez aussi évidemment des équipements et des accords de coopération très forts. Moi, cette histoire de coopération européenne globale, j'ai toujours un peu du mal à y croire, même si je pense qu'on devrait, avec le retrait des Américains, tendre vers ça. Mais on est souvent dans l'utopie éternelle dans cette histoire. Magali, oui.
Non, mais en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps devant nous. Or, on sait à quel point les décisions au niveau européen, elles prennent du temps. Donc oui, il faut un petit groupe de pays pionniers qui avancent plus vite que les autres. Mais je pense que dans la discussion qui a eu lieu hier entre Emmanuel Macron et Donald Trump, quand même, l'idée d'avoir un filet de sécurité américain au cas où il y ait cette force d'interposition, enfin, elle est centrale. C'est là-dessus que vraiment se focalisent les discussions, parce que l'Europe de la défense, tout ça, c'est dans des années. Demain, s'il y a un cessez-le-feu, comment on fait concrètement puisqu'on parle de semaines, de mois. Enfin, voilà, de semaines, surtout. ça va aller très vite. Enfin, ça peut potentiellement aller très vite. Donc l'idée, c'est vraiment de garder les Américains derrière nous, au niveau du renseignement notamment, parce que ça, c'est absolument capital, pour être sûr et faire passer le message à Vladimir Poutine que si vraiment ce cessez-le-feu ou cette trêve n'était pas respectée, ce serait, et c'est ce qu'a dit d'ailleurs Emmanuel Macron, ce serait vouloir faire la guerre non seulement à l'Europe, mais aux États-Unis. Donc il y a une façon d'essayer d'embarquer quand même Donald Trump derrière les Européens, et c'est là où mais on sent qu'il a les deux pieds sur le frein. Il y a un grand flou du côté de Donald Trump qui ne répond pas directement à cette injonction d'Emmanuel Macron. Mais il ne répond pas parce qu'il n'a pas envie, parce qu'il ne veut pas. Voilà, il ne veut pas. Et puis il n'y avait pas une volonté hier, à mon avis, lors de la conférence de presse, de se contredire ouvertement. Donc ce grand flou sur la stratégie, c'est assez inquiétant pour l'Europe. Mais on sent que c'est vraiment le combat d'Emmanuel Macron et des Européens derrière. On va parler de partage du gâteau. Et vous allez voir que le gâteau est important, mais le gâteau est ukrainien. D'un mot, il faut peut-être pas confondre ce qui se passe sur la photo et ce qui se passe dans la réalité. Parce que ce qui se passe sur la photo, Trump ne peut pas encore afficher un accord complet qui définit les contours des garanties de sécurité apportées par l'Europe à l'Ukraine. C'est pas possible. Il peut pas ni se dédire, ni structurer un élément aussi clé de la négociation, alors qu'il est parallèlement de ça en train de négocier sur les minerais avec la Russie.